Il nous a été demandé d'être modérateur de cette session particulièrement enrichissante et nous allons donc sans tarder inviter le professeur Moulay Hassan Fareh nous parler de la greffe rénale. Tout d'abord, je tiens à remercier mes collègues sénégalais, les étudiants sénégalais pour leur accueil très chaleureux. Je suis vraiment très ému d'être ici dans cette faculté centenaire, un lieu donc, où on voit vraiment une histoire imposante, un grand héritage, et c'est un grand honneur de communiquer donc, devant ce public extraordinaire aujourd'hui pour donner des leçons, certainement pas, mais partager plutôt une expérience de notre service, l'expérience de notre service dans la transplantation rénale. Donc, cette activité qui n'existait pas il y a 10 ans, mais grâce aux efforts d'un grand homme ici présent, M. le professeur Moulay Hassan Fareh, donc, qui a formé l'équipe de zéro pour partir dans cette aventure de greffe rénale, comme il préfère l'appeler toujours lui, la chirurgie de l'espoir. Donc vous savez un petit peu, vous êtes à l'hôpital ou même dans l'entourage proche, dans la famille, confronté à cette pathologie très handicapante, à mon sens, sur de l'anatomie, des structures avoisinant le rein, mais aussi au niveau du site de transplantation. Et puis il faut maîtriser les techniques urologiques et vasculaires, puisque c'est une chirurgie qui nécessite une dextérité particulière. Il faut absolument respecter les fondamentaux de cette chirurgie pour offrir aux patients le maximum de chances. Parce que parfois, c'est le non-retour. Une fois le rein posé sur place, parfois c'est le non-retour et on ne peut pas se rattraper. Je vais vous expliquer encore un petit peu plus. Donc, cette activité de greffe rénale a connu ses débuts en début du XXe siècle avec donc, la mise en place des sutures vasculaires par Carrel. Donc au tout début du siècle dernier, on a commencé à faire des greffes rénales sur animal par Ullmann. Mais aussi à Fès, on a commencé à faire ceci sur les chiens, il y a une quinzaine d'années pratiquement, ou un petit peu moins, de faire des transplantations, des autogreffes, etc. sur les chiens pour s'entraîner justement au laboratoire d'anatomie et de chirurgie expérimentale. La première transplantation animale donc, a été réussie par Carrel en 1908, puis donc petit à petit il y a une capitalisation sur les expériences avec une première greffe entre humains par Voronois en 1936. Et puis, donc, la fameuse technique qui est toujours en vigueur actuellement, donc mise en place début des années 50, avec donc, une anastomose de l'artère rénale au niveau de l'artère iliaque externe. Et donc, jusqu'à présent, ça reste donc, la technique de préférence. Et 1954, donc, Murray avait, donc parce qu'à ce moment-là, donc, les connaissances en immunologie n'étaient pas suffisamment développées pour assurer donc une réussite de ces greffes. Donc c'était entre jumeaux en 1954 une première greffe qui a réussi par Murray. C'est une grande date de l'histoire de la médecine en général. Alors sur le plan national au Maroc, l'activité de greffe avait commencé, donc vous voyez, 30 ans après ça, avec la première greffe rénale au Maroc au CHU Ibn Rushd, donc le deuxième CHU du Maroc, donc qui était très jeune à ce moment-là. La première greffe rénale a été pratiquée, et de là donc une activité de greffe très occasionnelle, on va dire, très peu de cas ont été greffés jusqu'à 2010 où il y a eu donc la mise en place, en plus des équipes hospitalo-universitaires agréées pour ça, et il y avait un plan donc de promotion de la greffe d'organes et de dons d'organes. Et en 2010, donc, nous avons commencé nos premières transplantations au CHU Hassan II de Fès. Donc bien sûr, avant cette date, il y a eu un travail énorme sur plusieurs années, au moins 4 ou 5 ans minimum avant. Donc sous l'égide du professeur Moulay Hassan Fareh, qui a formé l'équipe de façon progressive pour donc compléter l'équipe et arriver à donc lancer cette activité en novembre 2010, et depuis donc plusieurs dizaines de patients ont été transplantés au sein du service d'anatomie, d'urologie du CHU Hassan II de Fès. Donc un rappel anatomique essentiel. Donc bien sûr vous savez que les reins, donc c'est cet organe qui est pair situé au niveau du rétro-péritoine.
avec une proximité très importante des gros vaisseaux. Vous voyez hein, l'aorte abdominale latéralement à gauche, et puis à droite la veine cave inférieure, avec les deux reins qui sont unis par ces vaisseaux, de ces très gros vaisseaux, hein, au gros vaisseau, hein, la veine rénale, et puis en arrière, hein, l'artère rénale pour les deux reins. Et puis donc l'urine sécrétée au niveau des reins, elle est bien sûr acheminée vers la vessie, vers les réservoirs vésicales par les urétères, hein, qui vont donc décrire leur trajet en triple étage, lombaire, iliaque et puis donc pelvien avant de s'aboucher au niveau de la vessie. Communément, donc classiquement, on dit que les reins ont une forme d'haricot, hein, c'est vrai, vous voyez, hein, avec donc deux pôles, deux faces et deux bords. Le bord médian donc étant le bord, on va dire, le plus fonctionnel, puisqu'il présente hein, le l'île rénale par où vont sortir ou arriver les éléments arrivant, sortant justement du rein, à savoir l'artère rénale, la veine rénale, ainsi que la cavité excrétrice supérieure, commençant au niveau donc du bassinet. Pour la configuration interne, bien sûr, le rein est entouré d'une capsule fibreuse, présente deux parties distinctes, un cortex rénal et une médula rénale, ou bien zone corticale et zone médulaire, et puis donc cette médula rénale va s'aboucher sur les calices rénaux. Donc nous avons les calices mineurs puis les calices majeurs, et puis même ces calices majeurs, ils vont se regrouper en groupes caliciels supérieurs, moyens et inférieurs. Et donc le rôle, ces groupes caliciels, c'est de regrouper l'urine en fait sécrétée au niveau du cortex, puis la médula, hein, donc au fur et à mesure donc, des parties du néphron, pour que cette urine soit excrétée puis collectée au niveau des calices rénaux. Et puis donc là, ils vont finir vers le bassinet, d'où ils vont être acheminés par l'urtère vers le bassin. Ces reins logent au niveau de la région rétropéritonéale latérale, au sein d'une capsule ou bien d'une loge qui leur est propre, entourée par la capsule rénale. On voit ici hein, le relief du rein avec donc, le feuillet antérieur du fascia de Gerota ou du fascia rénal. Donc vous voyez le rein qui est enveloppé dans cette loge, fermé par le fascia rénal et puis tapissé à l'intérieur par la graisse périrénale. Là, on voit très bien ce feuillet hein, antérieur du fascia rénal et le rein qui est derrière. Bien sûr, c'est des cadavres qui sont conservés, donc la graisse elle est en grande partie dissoute hein, par les produits de conservation. Mais on voit très bien hein, quand même la face antérieure du rein et le feuillet antérieur du fascia rénal. Et là, on voit le feuillet postérieur hein, du rein qui est plus résistant, hein, qu'on appelle le fascia de Zucker-Kendall, hein, le feuillet postérieur du fascia rénal, séparé de la paroi abdominale postérieure par la graisse pararénale, un autre moyen hein, encore plus efficace de protection du rein. C'est un organe qui est très précieux, vous le savez très bien, et donc il y a hein, des moyens de protection qui sont très développés. On n'a pas le temps pour les détailler malheureusement. Donc là, on voit la limite, on a tracé la limite hein, de ce feuillet de Zucker-Kendall qu'on a coupé à ce niveau qu'on se soulève sur cette photo. Donc là, c'est une reconstruction tridimensionnelle d'une artériographie, examen essentiel hein, avant toute activité de greffe rénale, que ce soit chez le donneur ou chez le receveur. Et donc vous voyez très bien, hein, c'est une image extraordinaire avec les différentes branches de l'aorte abdominale, hein, le transcéliaque avec ses différentes branches, l'artère mésentérique supérieure et puis les deux artères rénales, hein, vous voyez, qui se divisent hein, pour vasculariser les différents territoires hein, rénaux. On voit très bien qu'il s'agit ici d'une seule artère par rein. Hein, c'est, on va dire, la règle en anatomie ou la disposition anatomique la plus fréquente. Sinon, hein, parfois c'est 2, 3, voire même 4 artères chez certaines personnes. Donc là, c'est les artères rénales avec leurs branches, les différentes branches dont on vient de parler, et puis voilà. Donc, et là, l'artère rénale, on la voit, elle est cachée, le plus souvent elle est cachée derrière, elle est postérieure par rapport à la veine rénale. Et vous voyez que l'artère rénale qui naît au niveau de l'aorte, à ce niveau, va croiser par en arrière la veine cave inférieure. Hein, ceci est source de difficultés chirurgicales, bien sûr, par la suite. Hein, vous imaginez pourquoi
je tiens à préciser ceci, et donc elle est toujours, ou presque toujours postérieure par rapport, sauf certaines anomalies, par rapport à la veine rénale qui est plus volumineuse, qui est plus en avant de cette artère. Et là on voit un petit peu les différents territoires vasculaires, artériels, et les différents rapports. Ça c'est l'artère mésentérique inférieure. Et en bleu, les différents éléments veineux. Là, la veine cave inférieure avec les deux veines rénales. Et puis là, c'est la veine gonadique droite. Donc, on va passer rapidement parce que la distribution classique de l'artère rénale, elle se fait en 3 territoires de façon, on va dire, terminale. Ça ne nous intéresse pas tellement sur cette présentation. Et là, donc, on voit un petit peu la source de la multiplicité des artères rénales chez certaines personnes. On multiplie chez 3% de la population, plus de 2 artères, 3, voire 4 artères. Par contre, donc la veine rénale est un élément déterminant dans la greffe rénale. Pourquoi? Parce que, en tous les cas, je parle de notre expérience personnelle, puisqu'on a commencé par le plus difficile, étant la greffe rénale sur donneur vivant. Donc, un patient, bien, une personne qui n'est pas malade, sa seule maladie, c'est sa générosité, si vous voulez. C'est une personne généreuse qui a donc accepté de donner un rein, quelque chose de très précieux, à quelqu'un de sa famille pour la transplanter. Et donc c'est une personne qui est saine, qui n'a pas de maladie, mais qui va donner un rein à une autre personne qui en a besoin. D'accord? Et donc, en général, c'est la veine rénale. La veine rénale, elle est déterminante dans le choix du rein à prélever. D'habitude, chez le donneur vivant, c'est le rein gauche, parce que la veine rénale gauche, elle est plus longue. Le rein gauche, il est plus loin de la veine cave inférieure qui est située à droite, et donc on a une longue distance de veine à prélever donc en vue de greffer par la suite, pour des raisons donc techniques par la suite. Et donc la veine rénale gauche l'anatomie de la veine rénale gauche est capitale à maîtriser avec ses différentes branches en vue d'un prélèvement rénal chez un donneur vivant. Chez le cadavre, quand on a un prélèvement chez un sujet aux morts cérébrales, ce facteur n'est pas déterminant. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait à ce moment-là, c'est de clamper les 2 gros vaisseaux à ce niveau. On les clampe à ce niveau et on prélève les vaisseaux rénaux avec les gros vaisseaux qui leur correspondent. Et donc on coupe la veine rénale à ce niveau et à ce niveau, et on coupe l'aorte à ce niveau et à ce niveau, et donc on porte en fait une partie des gros vaisseaux avec les vaisseaux rénaux pour permettre de faire des prolongements et donc avoir des distances ou bien des longueurs suffisantes de vaisseaux rénaux en vue de les transplanter sur le site de transplantation. Donc voilà, la veine rénale gauche très courte, 3 cm maximum, vu la proximité du rein droit de la veine cave inférieure. Par contre, suffisamment 5 à 7 cm de l'autre côté, parce que cette veine rénale donc croise en avant l'aorte abdominale pour se rendre au niveau de la fosse lombaire gauche. Là, on voit un petit peu le quadrilatère veineux de Rogier. Ça a un intérêt dans plusieurs pathologies. Et puis dans la greffe rénale, il faut absolument, bien sûr, éviter les rapports vasculaires très étroits, les éléments du quadrilatère de Rogier. La veine porte avec ses branches de naissance la veine splénique, la veine mésentérique inférieure et le tronc veineux splénomésaraïque, et la veine cave inférieure. Elle est située en bas, au niveau de cette pince aortomésentérique. La veine rénale gauche passe entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure, au niveau de cette pince aortomésentérique qui est parfois source de problèmes. Donc, au moment du prélèvement, il faut faire attention, très attention, on va dire, à ces éléments du quadrilatère veineux de Rogier. L'urtère, quant à lui, est un conduit musculo-aponévrotique qui part du bassinet au niveau de la jonction, dite jonction pyélo-urétérale, et puis donc traverse les 3 étages que j'ai écrit tout à l'heure. Donc un étage lombaire au contact du muscle psoas, juste en avant du muscle psoas, et puis donc le segment iliaque où il croise les vaisseaux iliaques, ça dépend de l'urtère droit ou de l'urtère gauche, et puis vous avez l'urtère pelvien avec ces 2 portions, une portion pariétale qui est accolée
qui est verticale, accolée à la paroi postérieure du bassin, et une version terminale qui est horizontale, où l'urtère va se détacher de cette paroi pelvienne postérieure pour se rendre directement à la vessie située au niveau de l'étage pelvien moyen. Et donc c'est ça l'urtère qui est en jaune, avec le croisé des vaisseaux et puis les rapports vaisseaux à côté. Là on voit la bifurcation ou la terminaison des gros vaisseaux. Terminaison de l'aorte bien sûr, située en regard de la 4e vertèbre lombaire, et terminaison de la veine iliaque, de la veine cave en bas, en regard de la 5e vertèbre lombaire. Et puis donc vous avez les deux artères iliaques communes et puis les deux artères iliaques externes et puis iliaques internes, ou artère hypogastrique, anciennement appelée artère hypogastrique. Et là donc c'est la fourche aortique. Nous avons sur un plan plus profond la bifurcation veineuse, si vous voulez, avec la veine iliaque interne, la veine iliaque externe. Et l'artère iliaque externe, la veine iliaque externe sont des artères très importantes à maîtriser pour la greffe par la suite au niveau de la fosse iliaque, le plus souvent droite, parfois on fait au niveau de la fosse iliaque gauche, il n'y a pas de problème. Et puis vous voyez les différents éléments en contact, il y a un riche réseau vasculo-nerveux en rapport avec ces deux artères. Il faut faire très attention, vous avez toutes les branches de l'artère iliaque interne, c'est 12 ou 13 branches, et puis vous avez l'urtère ainsi que le nerf obturateur qu'on voit ici au fond de l'image. Alors ce qu'on fait à Fès jusqu'à présent, c'est le prélèvement sur donneur vivant, mais par chirurgie conventionnelle, par chirurgie ouverte. D'accord? Donc on ouvre en chirurgie ouverte et on s'expose sur le pédicule rénal pour faire le prélèvement. Ce qui est faisable aussi, c'est de faire ça par technique cilioscopique, on n'est pas encore arrivé là, ou bien par, encore mieux, par laparoscopie robot assisté. J'espère qu'on le fera bientôt parce on vient d'acquérir un robot au CHU de Fès. Donc la lombotomie peut pratiquer en tout cas dans ce cadre. C'est une voie d'abord extra-péritonéale, on laisse le péritoine en avant et on aborde latéralement le rein pour arriver au niveau des vaisseaux rénaux. Ça permet une facilité de dissection, c'est la voie préférée des urologues, c'est la voie des urologues par excellence. Tous les urologues sont habitués à cette voie. Présente une facilité de dissection, mais le pédicule rénal n'est pas suffisamment bien exposé. D'accord? Donc, ça reste une option. La voie sous-costale est la voie qu'on maîtrise, qu'on maîtrise le plus, parce que ça permet une exposition directe sur le pédicule rénal. D'accord? Donc, une grande ouverture avec une bonne exposition du pédicule rénal, une bonne maîtrise des rapports anatomiques, et puis bien sûr, une bonne maîtrise des branches collatérales de l'artère et de la veine, permettant ainsi d'avoir un maximum de longueur sur les vaisseaux rénaux. Et donc voilà, son point fort, c'est une excellente exposition du pédicule. Bon, le fait de traverser le péritoine, ce n'est pas forcément catastrophique. Donc la position, elle est en décubitus dorsal avec un patient qui est cassé, une lombotomie conventionnelle, 2 cm de travers de doigt en dessous du rebord costal. On n'arrive pas à la ligne médiane. Et puis bien sûr, on ouvre plan par plan les muscles larges de l'abdomen pour, vous voyez, tomber directement au niveau de l'hypocondre et du flanc gauche. Vous voyez, la plupart du temps, il s'agit du côté gauche. Là, l'élément qui nous barre le chemin, c'est quoi, à votre avis? Cet élément qui est là. C'est l'estomac. Vous avez l'estomac vide. Peut-être c'est pour ça que vous ne l'avez pas reconnu maintenant. Donc c'est un estomac. Et donc voilà. Il faut libérer l'espace, mettre une sonde gastrique pour donc dégager le chemin. Et puis bien sûr, on va aller directement vers le fascia de Tolde au niveau de la gouttière pariétocolique gauche, où on va donc décoller le côlon gauche avec l'angle colique gauche. Et on arrive, vous voyez, notre cher rein qui commence à apparaître à ce niveau, en ouvrant bien sûr aussi la loge rénale. Et on dissèque doucement. Doucement, on dissèque les différents éléments. Là, c'est la dissection de l'urtère qui va être mise sur l'acte. Là, c'est l'urtère qui va être mise sur l'acte, comme ça. Et puis, on continue. L'urtère va nous guider vers on va suivre
l'urtère gentiment, mais du côté médial et non pas latéral, on verra pourquoi. On le longe du côté médial pour arriver directement vers le bassinet et puis de là vers les vaisseaux rénaux. Donc voilà la veine qui est exposée en premier plan, la veine rénale gauche, vous voyez, avec la veine génitale gauche qui est là, la veine gonadique gauche, et puis donc le rein gauche avec son île qui est là, et on s'écarte petit à petit, on dégage, vous voyez, on squeletise la veine, on la met elle aussi sur l'acte. Vous voyez qu'on a déjà ligaturé la veine gonadique, c'est important, très important, parce que sinon on va avoir des fuites par la suite. Alors ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va retirer ce clip pour mettre un fil par la suite. Et là donc c'est la veine, c'est quelle veine à ce niveau? Le haut c'est par là. C'est la veine surrénalienne moyenne. À gauche, donc la veine surrénalienne moyenne se rend vers la veine génitale et pas vers la veine rénale et pas vers la veine cave inférieure comme à droite. Et donc on continue. Le tronc, là c'est le tronc azygolombaire de Tuffier et le jarre qui donc constitue une anastomose très importante entre le réseau veineux azygos et le réseau veineux cave. Et puis donc là, on écarte après avoir ligaturé les différentes branches collatérale de la veine rénale gauche, on voit, on écarte la veine et on voit apparaître l'artère. Vous voyez, on est très académique là, la veine en bleu et l'artère en rouge. Il n'y a pas à se louper. D'accord? Le rein qui est là. Et là, donc il ne reste, vous voyez qu'on arrive jusqu'à la veine cave inférieure, on arrive vraiment à ras de la veine cave inférieure, et là, donc on va sectionner, sur des clans, on va sectionner, retirer notre rein. Donc la chirurgie laparoscopique, j'ai dit qu'on ne la fait pas pour le moment, parce que ça nécessite plus d'expertise en chirurgie laparoscopique, parce qu'il y a une contrainte très importante, celle de l'ischémie chaude. Donc il faut que le rein, après ligature des vaisseaux, soit le plus rapidement possible extrait de la cavité abdominale pour raccourcir justement cette durée d'ischémie chaude et le mettre bien sûr au froid sur les glaçons pour le travailler, pour le préparer à la greffe par la suite. La chirurgie laparoscopique permet la réduction de la douleur post-opératoire, la diminution de la durée d'hospitalisation et de convalescence, un meilleur aspect esthétique de la cicatrice, mais face à tout ça, on préfère plutôt la sécurité, avoir un bon rein pour avoir de bons résultats au moment de la greffe. Et cette technique laparoscopique donc, a permis d'encourager certains donneurs vivants qui restent quand même réticents face à cette ouverture sous-costale qui reste quand même délabrante. Et on a certaines équipes qui ne veulent pas du tout avoir de cicatrice, donc ils font une extraction vaginale par le cul-de-sac recto-vaginal postérieur ou le douglas. Et donc ça permet d'éviter une cicatrice, une grande cicatrice d'extraction. Voilà, c'est les single port, etc. Une fois le rein retiré, il est préparé, donc on le perfuse par un liquide spécial, chez nous c'est le Celsior, pour le vider de son sang, vider tout le sang, laver bien le rein. Vous voyez que le rein n'a plus sa couleur caractéristique, rouge, un petit peu magenta si vous voulez, mais le rein il est complètement pâle, il est complètement exsangue. C'est une étape très importante. Et là donc on remplit le rein, on voit s'il y a quand même, s'il y a des fuites de part et d'autre au niveau des vaisseaux qu'on avait suturés, on remplace les clips métalliques par des fils. Et là donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'aller toucher cette zone qu'on appelle le triangle d'or. Le triangle d'or, parce que après avoir coupé l'urtère en bas, la seule vascularisation reste par l'artère urétérique supérieure qui sort de l'artère rénale à ce niveau et donc va rapidement vers la partie supérieure de l'urtère où elle va donc descendre le long de l'urtère pour s'anastomoser avec les autres artères. Et donc, il ne faut jamais aller fouiller à ce niveau, ne jamais dégraisser au niveau du triangle d'or, situé donc sous les vaisseaux rénaux et en regard du pôle inférieur du rein. Le triangle d'or, rappelez-vous de ça, jamais toucher ce triangle d'or au moment du prélèvement du rein. Donc là, c'est notre table opératoire. Il faut dire qu'on a fait un effort quand même pour la photo parce que ce n'est pas toujours aussi bien garni.
Il y a un petit peu plus, un petit peu trop par rapport à d'habitude. C'est pas grave. Mais c'est juste pour montrer un petit peu qu'effectivement, il faut être bien équipé pour avoir de meilleurs résultats. L'incision est dite en J inversé. Vous voyez vos repères osseux et puis aussi vos repères. On part donc entre la ligne pararectale et la ligne axillaire antérieure où nous allons être le moins délabrant possible, où on va donc juste dilacérer les muscles larges de l'abdomen. Et là donc, après préparation du site de greffon, l'artère iliaque et la veine iliaque qui apparaissent, le péritoine qui est refoulé en haut et l'urtère qui est donc repéré, l'urtère natif du receveur. Alors chez le receveur, parfois on peut faire une anastomose urétéro-urétérale, comme on peut faire une réimplantation directe de l'urtère du greffon sur la vessie. Donc vous voyez, on prépare très bien nos éléments vasculaires. On commence par l'ouverture de la veine iliaque externe après l'avoir clampée. Et là, il faut absolument compter le temps de clampage, c'est très important. On ne peut pas travailler de façon indéfinie. Donc, on ouvre largement la veine iliaque externe. On commence par l'anastomose terminolatérale de la veine du greffon sur la veine iliaque native, bien sûr, par deux hémisurgies au prolène, etc. Vous vous en foutez, c'est pas très intéressant. Et puis donc, après avoir anastomosé avec une disposition anatomique qui mime en quelque sorte l'anatomie normale. Vous voyez, le rein par rapport à tout à l'heure, il est très bien coloré, il est bien tendu, il est bien rempli de sang, et puis l'essentiel aussi, il urine. Parfois, on arrive à avoir des diurèses de plus de 10 litres par 24 heures, avec le rein qui est très content d'avoir retrouvé une anatomie normale. Je peux vous dire qu'à peu près 90 à 100% des hémodialysés ont une complication cardiovasculaire et bien d'autres complications. Donc, comme vous l'avez dit, l'hémodialyse résout une partie du problème. Et donc le patient hémodialysé, on prolonge sa vie, mais on le fait avec beaucoup de comorbidité, une qualité de vie qui est très amputée malheureusement. Donc je pense qu'on va y arriver, j'espère bientôt au Sénégal. En tous les cas, dans notre pays, chaque fois qu'on sort de l'unidisciplinarité, ça devient assez compliqué à coordonner. Les équipes unidisciplinaires, en général, c'est difficile. Et là, dans la transplantation rénale, c'est une équipe énorme. Commençons de la coordinatrice, et donc bien sûr qui représente l'administration ou le coordinateur de greffe, et puis les néphrologues, les immunologues, tout le laboratoire, les chirurgiens, et puis bien sûr, quand il y a un prélèvement multi-organe par exemple, ou une multitransplantation, etc. Donc vous avez les autres spécialités qui se greffent, et derrière tout ça, vous avez le personnel paramédical aussi. Tout le personnel du bloc opératoire, c'est des interventions qui sont longues, qui sont très stressantes. C'est un travail la nuit aussi, parce que parfois on est obligé de greffer la nuit. Et donc derrière, il y a une organisation très élaborée à faire. D'accord? Et je crois que la difficulté justement de cette collaboration, et puis bien sûr vous avez toute la logistique derrière, l'administration et puis la pharmacie qui fournit un effort extraordinaire. Parce que on ne peut pas faire de concessions sur ce qu'on utilise. Ce n'est pas le débrouillage, on ne peut pas faire de débrouillage. Si c'était du donneur cadavérique, à la rigueur, vous voyez, on peut un petit peu utiliser notre savoir-faire en débrouillage de pays du Sud. Mais pour un donneur vivant, on n'a pas le droit de prendre du risque. Vous êtes, je suis désolé, mais vous êtes sain, vous n'avez aucun problème. Vous vous faites opérer d'une grande intervention et on vous ampute un rein. Il faut que vous ayez presque 100% de chance que ça réussisse. Vous êtes d'accord? Si vous sacrifiez votre rein, c'est pour que ça réussisse, pour qu'on ne le jette pas. Parce qu'au final, si ça ne marche pas, on le jette. Et donc, on ne peut pas faire de concessions sur ce qu'on peut garantir. On ne peut pas dire que c'est un fil 5-0, on utilise le 4-0, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Et donc, ces difficultés de coordination pour rassembler tous ces éléments, et humains et matériels, c'est vrai, ça nous a ralenti déjà au départ. Vous pouvez demander au professeur Falih, il est là, qui a lancé cette activité, qui a formé toute l'équipe, qui a tout mis en place. Donc ça lui a coûté énormément d'efforts et de temps, plusieurs années. Et puis, à faire ça au quotidien, ça use. Et donc ceci, je crois que ça nous a ralenti déjà pour lancer l'activité, et ça nous ralentit aussi pour l'exécution à chaque fois. On peut faire beaucoup plus que ça. Mais malheureusement, c'est les aléas un petit peu du quotidien qui interviennent. Et donc là, il faudra saluer l'engagement de toute l'équipe qui donc persévère tout le temps
à accomplir ces activités. L'autre versant de votre question, donc c'est la préparation, le diagnostic, le choix des candidats, le listing, le bilan, c'est fait par les néphrologues. Et puis il y a un staff multidisciplinaire où on expose le dossier en sa globalité, on discute tous, les radiologues, les anatomopathologistes, tout, les chirurgiens vasculaires s'ils veulent, les réanimateurs et tout. D'accord? On discute autour des cas et on écrit la procédure la procédure chirurgicale, etc., les timings et tout. L'équipe d'urologie exécute, il y a une équipe de prélèvement et une équipe de greffe. D'accord? Donc on travaille simultanément dans les deux salles, une équipe qui prélève, une équipe qui prépare le site et qui récupère le rein pour le préparer, et puis bien sûr on le greffe. Et le suivi se fait par les néphrologues par la suite. Le patient est hospitalisé en néphrologie, mais donc tant qu'il est hospitalisé, il est suivi par nous aussi, pour dépister justement ou bien diagnostiquer les complications post-opératoires immédiates et puis à moyen terme. En général, plus on s'éloigne du geste, moins les complications chirurgicales arrivent. D'accord? Ce qui reste par la suite, quand tout se passe bien, c'est d'enlever la sonde de double J, le stent urétéral, de l'enlever au bout de 2-3 mois. Et là, le patient, donc, en général, il est complètement détaché de l'urologue et suit ses immunosuppresseurs, etc. avec le néphrologue. Alors, pour les complications, on a eu 4 complications sur les 50 et quelques. Il y a une détransplantation par rejet de greffon, 6 mois plus tard à peu près. On a détransplanté au bout de 6 mois ou 8 mois, je ne me rappelle plus. Il y a eu une thrombose de l'artère iliaque externe avec ischémie du membre inférieur qu'on a repris le jour même. Et on a eu 2 sténoses urétérales. Un urétère qui était justement dévitalisé parce qu'on n'a pas respecté rigoureusement le triangle d'or dont j'ai parlé tout à l'heure. Et une deuxième sténose de l'anastomose, une complication qui est courante. Donc c'est 4 sur 55 ou 56 patients. Et merci infiniment pour ces éclairages. On sera obligé d'avancer. Je crois que les experts sont là. Vous pourrez peut-être leur poser toutes les questions après, puisque nous avons 2 autres grands exposés à suivre. En tout cas, un hommage mérité et sous vos applaudissements à l'équipe de PES.